Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission à la loupe qui reprend du service. À la une ce soir, affaire Nadio Kaina, le leader du mouvement citoyen IINA, a été reçu en audience par la première dame Inda Déby Itno. Comment comprendre ce virement à 90 degrés? Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra était absent du sommet extraordinaire de la CEMAC tenu le 25 octobre dernier, ici même en N'Djamena, la capitale tchadienne. Cette absence ouvre-t-elle un conflit entre Touadéra et Déby? On se questionne ce soir. Et puis, un nouveau directeur général à la douane, que peut le colonel Ousmane Adam Diki. On fait le point avec nos invités qui sont déjà en studio. D'abord, Al-Noudi Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du journal L'Observateur. Bienvenue. Merci. Et puis Narcisse, bonsoir. Oui, vous êtes journaliste et puis le consultant permanent de cette émission. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Et puis on a Kita Ezakiel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour Electron Télévision. Ça s'est bien passé votre journée de travail? Oui, c'était bien passé. D'accord. On va prendre cette transition avant de prendre la revue de la presse pour planter le décor. D'accord. Sans transition, on va juste dérouler. Le leader du mouvement citoyen IINA a été reçu en audience par la première dame Inda Déby Itno le 23 octobre dernier. Je vais commencer par vous, le rédacteur en chef. Comment comprendre ce changement de celui qui a longtemps combattu le pouvoir en place? Moi, je crois, à mon avis, que peut-être que Nadio est vraiment fatigué de combattre un régime. Ça fait très longtemps. Il a combattu ce régime et il n'a pas trouvé gain de cause et il se demandait mais pourquoi ne pas aller manger avec les autres. Donc ce qu'il a fait, à mon avis, c'est un peu grave. Et là, en bon leader, les jeunes vont se demander mais est-ce qu'on a quand même un leader qui est devant nous pour nous conduire vers une lutte vraiment sincère. Et ça ne l'honore pas et ça ne l'honore pas la jeunesse tchadienne. Et sinon, comment comprendre que pour aller même à la présidence, ils n'ont même pas demandé l'avis de ces jeunes. Ils sont attrapés deux juste, lui avec son premier rapporteur, ils sont allés là-bas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas, il est sorti, il a fait juste une déclaration que voilà, c'est un projet qu'il allait soumettre à la première dame. Mais les gens se demandent, mais combien ce type a reçu à la présidence? Là, personne ne le sait, jusque-là. C'est la même question à un consultant. Comment comprendre ce changement de celui qui a longtemps combattu le pouvoir en place? Je crois qu'il a été... il a épuisé son énergie. Il est obligé de tourner kazakh pour aller à la soupe. Donc aujourd'hui, Najo a trahi la jeunesse. Ces jeunes hommes-là, il y a quelques années, il a appelé les jeunes à investir la rue pour exiger le départ du président Déby. Et il était de tous les combats, donc je crois qu'il a assez combattu, il n'a pas obtenu gain de cause, et aujourd'hui, il a tourné kazakh. Donc je crois que c'est une déception, ce revirement à 180 degrés surprend plus d'un Tchadien. Et ça n'étonne pas la lutte en Afrique. Et les exemples sont légion. On a vu des leaders de la société civile, beaucoup d'activistes qui ont combattu les régimes en place et dès qu'on leur tend la civile,
très rapidement, il décroche. Donc il y en a plein, Hein. À l'époque, on avait vu au Gabon avec le père Mba Abesolo qui avait combattu Omar Bongo père. Mais lorsqu'on lui a proposé de l'argent, on lui a proposé des valises bourrées d'argent, un poste, on lui a fait miroiter un poste de vice-premier ministre, etc. Mais très rapidement, il a rallié avec armes et bagages le régime de Bongo en décevant tout le peuple. Donc je crois que... Donc pour vous, l'argent, c'est l'honneur de la guerre? Mais l'argent, effectivement, l'argent est l'honneur de la guerre. Donc je crois que le revirement de Nadjo qui alimente aujourd'hui les conversations dans les chaumières, qui alimente les conversations au niveau du landerneau politique tchadien, est une déception totale. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait où mettre la tête. La jeunesse croyait en Nadjo, comme les Fadel Barro, notre confrère Fadel Barro, qui est un journaliste d'investigation sénégalais, qui est venu aider les Burkinabés à créer ce qu'on appelle le palais citoyen, avec Guy Hervé Kam, qui est un avocat connu, avec Smokey. Mais ce sont ceux-là qui ont aidé les Burkinabés à chasser Blaise du pouvoir. Rappelez-vous de l'insurrection de 2014 au Burkina Faso. C'est l'œuvre de la société civile. Et c'est l'œuvre des jeunes. Et Fadel Barro, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, ce mouvement, il y en a marre. C'était juste pour empêcher Ouad de remplir pour un troisième mandat. Effectivement, il a réussi en 2012 à chasser Ouad et aider un des anciens bras droits d'Abdoulaye Ouad. Je voudrais parler du président Macky Sall actuel, à accéder au pouvoir. Donc on pensait que l'exemple de Fadel Barro allait faire école ici en Afrique avec les jeunes, parce que généralement c'est les jeunes. Hein. Aujourd'hui, le monde appartient aux jeunes. Et tout le monde croyait que Nadjo allait jouer ce rôle catalyseur. Mais aujourd'hui, tenaillé certainement par la faim et la misère, il a jeté l'éponge pour aller à la soupe. Donc c'est une déception. C'est une haute trahison pour la jeunesse tchadienne, Peter Ezekiel. Bon, moi, je partage pas totalement cet avis. Je crois qu'il faut comprendre, d'abord prendre ce revirement de Nadjo Kaina. Il faut comprendre d'abord, analyser pourquoi, qu'est-ce qui a poussé ces jeunes, qui a combattu ce régime depuis 3 ans. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour lui afin de pouvoir arriver, n'est-ce pas, à ses objectifs par rapport à ce qui s'était fixé au début avec les autres, c'est combattre ce régime, lutter contre la mauvaise gouvernance. Mais si Nadjo arrive aujourd'hui à serrer la main de la première dame, est-ce que c'est automatiquement se rallier au régime? C'est l'interrogation qu'on se pose. Est-ce que Nadjo n'est pas parti pour présenter un projet de société? Puisqu'il a adopté une stratégie de lutte lointaine, il n'a pas pu. Mais maintenant, est-ce que cette stratégie pour lui, c'est venir auprès de la première dame ou encore auprès du président lui-même pour pouvoir partager vis-à-vis les options, puisque à chaque fois le président Déby appelle au dialogue. Je crois que si aujourd'hui les leaders, les activistes s'unissent, je crois qu'on ne peut pas arriver à ce niveau. Mais je crois que le mouvement INA avait pris une position, il a combattu à seul, mais maintenant si il n'a pas arrivé à ses objectifs, je crois qu'il faut adopter autre stratégie de lutte. Pour moi, je comprends ces revirements de Nadjo Kaina à aller auprès de la première dame pour pouvoir présenter son projet de société, pour pouvoir adopter autre stratégie de lutte. Est-ce que ce n'est pas une stratégie, comme le dit Kita aujourd'hui? Vous avez mentionné tout à l'heure que c'est peut-être finalement, il est fatigué de combattre le régime qui ne change pas. Moi, je crois, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ezekiel quand il parle que bon, il faut aller changer une stratégie pour l'autre. Mais non, ce n'est pas la première dame qui gouverne ce pays. C'est bien que ce que femme veut, Dieu le veut. Elle a quand même ses influences quand
le boss prend des décisions, mais normalement, ce n'est pas à la première dame que ces leaders-là doivent aller quand même présenter leur projet de société, même si c'est un projet de société que tous les jeunes ont adhéré. Mais les jeunes même ne se connaissent même pas dans ce projet de société. De quel projet ils parlent? Bon, moi, je ne sais pas. Mais ces jeunes même là, est-ce qu'il a demandé aux jeunes que voilà, nous avons un projet tel, et que je dois aller présenter ça à la première dame? Mais non, ces jeunes ne se reconnaissent pas. Il y a des gens qui ont démissionné en vrac. Les membres du bureau même de INA qui ont démissionné, pour dire que nous, on ne se connaît pas dans ça. C'est un peu curieux de savoir qu'est-ce que Nadio Kayina cherche. Moi, à mon avis, à ce que le consultant vient de dire, bon, il est fatigué, il est allé à la soupe, c'est tout. Il est fatigué d'être fatigué, comme un journal l'a écrit. Et là, il est allé à la soupe. Bon, selon nos confrères, on dit que Nadio serait sorti de la présence avec une enveloppe dont le montant reste inconnu et un engagement de la première dame à parrainer son activité de sensibilisation. La jeunesse, donc, qui avait trouvé en lui un modèle, est désorientée aujourd'hui, consultant. Cette jeunesse n'est pas seulement désorientée, mais elle est dépaysée. Elle ne sait où mettre la tête. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse est à la recherche d'un leader. D'un nouveau leader. Un leader qui a le charisme, qui peut les conduire un jour à sortir de cette situation. Et que Nadio a été courageux au début. Il a pris de très bonnes initiatives. Il a été apprécié. Il a fait même 2 séjours en prison à cause de ses idées, à cause des actes qu'il posait. Donc, Nadio suscitait quand même une lueur d'espoir chez les jeunes. Mais son revirement étonne plus d'un Tchadien, et non seulement ça, mais ce n'est pas une stratégie. Comme mon jeune confrère vient de le dire, ce n'est pas une stratégie, mais je crois qu'il est fatigué. Il a assez combattu, 3 ans de combat sans répit. Il est fatigué et il a décidé de se ranger. Il a décidé de regagner la légalité pour pouvoir tirer au moins profit, tirer au moins bénéfice de cette collaboration ou bien de ce ralliement qui ne dit pas son nom. Donc je pense que ça n'étonne pas. J'avais cité les exemples. Il y a normalement les activistes là, c'est eux qui font ce qu'on appelle le contrepoids. C'est eux qui doivent faire le contrepoids. Mais aujourd'hui, ce que Nadio a fait est contre-productif. Et pour lui, et pour la jeunesse qui compte sur lui. Aujourd'hui, notre jeunesse est en quête perpétuelle d'un nouveau leader. Et même notre société civile est aujourd'hui en hibernation. Donc on comptait sur ces genres de mouvements pour au moins secouer le pouvoir, pour au moins éveiller la conscience de la jeunesse. Mais aujourd'hui, on est déçu par le comportement de Nadio. Bon, on a dit qu'il est sorti certainement avec une enveloppe, mais bon, on n'est pas dans le secret de Dieu pour savoir combien il a eu. Est-ce que c'est des spéculations? Est-ce que c'est des commentaires? Mais en tout cas, ça fait quand même pas du tout bien par rapport à une lutte, par rapport à nos activistes de la société civile. D'accord. Quittez Ezekiel, avec cette audience, le mouvement INA n'a-t-il pas signé son arrêt de mort? Oui, ça peut être un arrêt de mort. Non, aussi, puisque le mouvement INA, comme on le connaît bien, à ses débuts, je crois qu'il a lutté fort contre ces régimes avec un projet de pouvoir changer l'alternance, d'arriver à l'alternance. Et qu'aujourd'hui, ce mouvement a fait un revirement de 190 degrés, on le dit. Je crois que d'abord, on prend la jeunesse en général par rapport à ce que ce mouvement a fait durant les 3 ans. Tout le monde pensait que ça allait arriver à un bon résultat. Mais si aujourd'hui, comme beaucoup de presse, Nadio a déçu la jeunesse. Certainement, c'est pas. Mais si le leader qui a signé déjà avec le régime en place, je crois que la jeunesse ne doit pas perdre l'espoir. Il doit revoir maintenant sa position, puisque
la jeunesse a pensé que Nadjo serait celui-là qui peut faire sortir jeunesse la tête de l'eau. Mais si aujourd'hui on arrive à cette situation, je crois que la jeunesse peut revoir sa position pour pouvoir penser autrement et ne plus penser puisque Nadjo s'est sali déjà les mains, donc il ne devient plus efficace, il ne serait plus efficace dans ce lutte. Donc c'est la question maintenant de la jeunesse à revoir maintenant sa position de lutte avec un autre leader qui serait parmi cette jeunesse. D'accord, on va poursuivre notre émission, on va parler, parce que la presse également locale a traité un sujet, l'absence remarquée du président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors du sommet extraordinaire de l'ACEMA qui est tenu le 25 octobre dernier à N'Djamena, n'est pas passé inaperçu, tant la presse tchadienne que la presse centrafricaine. Aujourd'hui, je vais rester avec vous, Richard. Est-ce que, comment comprendre l'absence de Touadéra à N'Djamena? Cela n'est pas passé inaperçu. Je crois que Touadéra se méfie de Déby. Il se méfie de Déby. L'arrivée à N'Djamena, il s'est dit, mais toujours on dit que tout ce qui se passe en Centrafrique, le Tchad est derrière. Et on a comme l'impression que c'est le Tchad qui dirige même. À Centrafrique, c'est un peu compliqué. Donc il a peur qu'arriver ici, on te dit, mais toi, tu ne repars plus là-bas. Ce qui est arrivé à l'autre, Djotodia, c'est la même chose. Donc il a un peu peur, et non seulement ça, maintenant il ne traite pas profondément avec la France, il traite beaucoup plus avec la Russie. Donc c'est un peu compliqué. Et il se méfie, c'est pas la peur à mon avis, mais il se méfie de Déby et des ralliés de la France, et non seulement ça, mais de la France même en question. Donc arriver ici, il ne peut plus devoir repartir dans son pays, c'est un peu compliqué. Selon vous, le consultant, pourquoi Touadéra n'est pas arrivé à N'Djamena? Je crois que l'absence du président Touadéra de la République centrafricaine a été remarquée. Et cette absence a été également diversement appréciée par le public parce que, vous savez, depuis 1996, la Centrafrique a été secouée par des mutineries d'abord, ces mutineries ont été initiées par le capitaine Anissé Solé à l'époque. Le Tchad est allé à la rescousse du président Patassé, ce qui lui a permis de sauver plusieurs fois son pouvoir. Finalement, Patassé a été chassé par un coup d'État. Et là, on a accusé le Tchad. Est-ce qu'on a accusé le Tchad à tort ou à raison? C'est difficile de répondre. Mais toujours est-il que les Centrafricains croient que c'est le gouvernement tchadien qui est derrière tout ce qui se passe, qui est derrière tout ce qui touche à ses intérêts, son malheur en quelque sorte, avec le coup d'État de 2003 qui a amené Bozizé au pouvoir. Ensuite, Bozizé a été chassé par la coalition des rebelles appelés la Seleka en 2013. Et ensuite, Djotodia est arrivé. Et c'est au cours d'un sommet extraordinaire qu'on lui a dit, toi, il faut que tu cèdes la place à un gouvernement de transition. C'est comme ça que N'Djamena, au lieu de faire à Bangui, il est allé tout droit à Cotonou, au Bénin. Donc aujourd'hui, Touadéra voudrait en quelque sorte s'affranchir du Tchad. Il voudrait également s'émanciper du Tchad. Et il a pris ses distances également vis-à-vis de nos ancêtres gaulois, les Français. Pour les Centrafricains, la France était aussi pour quelque chose. Et c'est vrai à l'époque, lorsque le président Patassé a été élu en 1993, démocratiquement élu, parce qu'il a battu le président sortant, André Kolimba. Chirac voudrait, quand Chirac était arrivé au pouvoir, il voudrait que Patassé aille lui faire allégeance. Patassé a dit non, moi je détiens mon mandat du peuple centrafricain, je n'ai pas besoin d'aller me plier en quatre pour dire à Chirac. Donc vous voyez comment la France a tout mis en œuvre pour chasser Patassé, qui est l'homme du peuple. Et d'ailleurs, il est un des présidents le plus démocratiquement élu en Afrique centrale. Et après lui, c'était le professeur Pascal Lissouva au Congo-Brazzaville. C'est les deux qui ont été élus démocratiquement. Donc je crois qu'aujourd'hui, Touadéra n'a plus confiance
aux Français, c'est comme ça qu'ils se retournent vers les Russes pour avoir une armée, parce que l'armée centrafricaine a été disloquée. Cette armée n'a pas de poids face aux autres. Donc aujourd'hui, pour les Centrafricains, il faut finir avec les Français. Vous voyez dernièrement le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian, a fait un tour là-bas. Il a même accordé une aide budgétaire parce que la Centrafrique fait partie de ce qu'on appelle le précaré. Donc il ne faut pas que ce précaré-là échappe, parce que la France ne voudrait pas perdre la Centrafrique comme le cas du Rwanda. Vous voyez aujourd'hui avec l'élection de Mushikiwabo, c'est que la France cherche tout simplement à se racheter, parce que la France, à l'époque de François Mitterrand faisait de Juvenal Averimana son enfant chéri. Et la France a laissé faire le génocide. La France a même couvert les génocidaires à l'époque. Donc aujourd'hui, les Français pensent que s'ils ne font pas attention, ils vont perdre la Centrafrique au détriment maintenant de la Russie. Vous voyez, les Russes sont très forts. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. Si ce n'est pas les Russes aujourd'hui, Bachar el-Assad est déjà renvoyé. Et la Russie dispose de ce qu'on appelle le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout à fait. Donc maintenant, ça fait peur. Est-ce que ça pourra durer, de tourner le dos à la France facilement? La SCA qui tourne le dos à la France, est-ce que ça pourra durer? On sait quand même que depuis des décennies, c'est la France qui mène un peu la danse de ce côté-là. La France est trop rusée. Là, peut-être ils sont en train de chercher des stratégies et autres pour reprendre tout ça. Ils ne peuvent pas se laisser faire. Ils voient que, bon, là où il y a ces intérêts-là, bon, la France ne se laisse pas battre facilement comme ça. Là, je crois que on a lu même des trucs sur les réseaux sociaux. Il y a Macron qui parlait de la RCA, que bon, il ne peut pas laisser facilement comme ça la RCA, main des Russes, tout ça. Donc, je crois qu'avec le temps, ils vont... Il y a de nouveau un combat. Ouais, un combat entre les deux, même si ce n'est pas visible. Ouais. Ils sont en train de, même diplomatiquement ou soit autre chose, ils sont en train de faire des choses. Et avec le temps, je crois que la France va reprendre sa terre, quoi. Avant de poursuivre, je vous propose la revue de la presse de la semaine avec le concours de la réalisation. Nous ouvrons la revue de presse de cette semaine par le quotidien Le Progrès, qui nous parle des opportunités industrielles et qui nous dit que le fer étant inexploité, le Tchad exporte sa ferraille. Des indices de fer sont signalés dans le Wadaï, l'Enedi, le Guéra et le Tibesti, mais aucune exploitation n'en est effectuée jusqu'à ce jour. À la une de l'hebdomadaire Le Citoyen, interview croisée. Deux intellectuels parlent. Le docteur Sitak Yombatina Beni, enseignant à l'ENA, et le docteur Ali Abdelrahman Hagar parle de la nécessité de la 4e République, évoque le serment confessionnel et son impact sur la gouvernance politique et économique, sans oublier la grève et le dysfonctionnement des services publics. Salam Info se pose la question de savoir qui veut la tête de l'héritière. Alix Naïmbaï, la ministre des Postes, est sur la sellette entre injonction aux directeurs généraux de ne pas franchir le cap des 10 millions de dépenses sans son aval et le bras de fer avec des opérateurs économiques qui ne tiennent pas leur engagement. La ministre est intransigeante dans sa volonté de reformer son département. Des lobbies annoncent son départ, souligne Salam Info, qui mentionne à sa petite une, fatigué, Nadjo Kaina a trahi ses amis. Le porte-parole de Iyina, Nadjo Kaina, vient de faire une fracassante défection en s'alliant sans honte aux côtés des oppresseurs, poursuit le journal. Combien Nadjo Kaina Palmer a-t-il reçu de la présidence, s'interroge également le visionnaire. Le journal nous informe que le leader du mouvement citoyen est allé se jeter dans les bras de la première dame pour, dit-il, lutter contre le repli identitaire. Une compromission de celui qui se dit porte-parole d'une jeunesse martyrisée. La grande interrogation à la grande une du journal Le Visionnaire, c'est cette question.
vers un conflit ouvert entre Touadéra et Déby. Parlant de l'absence remarquée du président centrafricain au sommet extraordinaire de la CEMAC tenu à N'Djamena la semaine dernière, Faustin Archange Touadéra a préféré envoyer son ministre des Finances dans la capitale tchadienne, ce qui n'aurait pas plu au président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, qui, depuis quelque temps, n'entretient pas de bonnes relations avec le nouvel homme fort de Bangui. Nous refermons cette revue de presse par le trimestriel Abagarde qui titre à sa une « Ça ne marche plus entre les deux patrons ». Les défaillances flagrantes du secrétariat général de la présidence et l'absence de la cohésion et de la solidarité gouvernementale créent un froid entre le chef de l'État et son commis Kalzebe Payemi Debe. Le journal décrit Ousmane Adam Diki comme un analphabète illuminé à la tête des douanes et nous dit que le président de la République, Idriss Déby Itno, a signé son arrêt de mort en nommant son neveu au poste de directeur général des douanes, car ce dernier a le niveau du cours élémentaire deuxième année. À la semaine prochaine. Voilà qui résume les journaux qu'on a enregistrés à la rédaction centrale d'Electron Télévision cette semaine, la semaine dernière. Quitte Ezekiel, est-ce que le fait que Touadéra désigne le président Déby comme l'un des souffleurs de la tempête qui a agité son pays ces derniers temps, ayant fait des morts et des déplacés, peut justifier son attitude? Bon, cela ne peut pas forcément justifier son attitude, mais il faut comprendre... Le professeur Archange Touadéra, c'est un intellectuel, donc il fait ses calculs en tant que mathématicien. Donc, comme a relevé le consultant ici, je crois que ce qui s'est arrivé, Archange ne voulait pas que ça s'arrive. Donc, il est en train de vouloir éviter cette position, puisque c'était à N'Djamena que je te dirais parti. Donc lui également, il a vu que les conséquences corrigent mieux. Donc en son temps, il était recteur de l'université. Donc il avait pris ça sportivement. Donc arrivé sur lui, que c'était dans la même situation avec la crise qui se vit maintenant jusqu'à là en RCA. Donc Archange avait fait ses calculs. Donc il ne voulait pas venir à ce sommet. Pas seulement il avait un agenda surchargé, mais selon ce qui s'est arrivé déjà, où il a vécu la situation, ça a bouleversé carrément la vie économique du pays. Donc Archange est en train de faire ses calculs en tant qu'un bon mathématicien pour voir sur quel angle faut-il relancer son pays. Donc pour lui, son absence peut justifier par plusieurs raisons. Ce que je viens d'évoquer, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un agenda surchargé? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a voulu éviter simplement ce sommet en envoyant simplement son représentant? Est-ce que c'est parce qu'il a signé des conventions avec la Fédération suisse pour russe pour pouvoir former ses forces sur place? Voilà des interrogations qui se posent sur l'absence de Touadéra au sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu à N'Djamena. Anoudi, est-ce qu'aujourd'hui, le Touadéra n'est donc pas un allié sûr de Déby au regard de ce qui s'est passé récemment? Bon, à mon avis, ce n'est pas un allié sûr, hein, parce que lui, apparemment, il y a leurs points de vue ne sont pas les mêmes. Peut-être que, bon, je me suis dit que peut-être que Déby, je leur ai dit, mais on fait ça. Il lui dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Et tel que Déby, c'est l'homme sûr, à mon avis, de la France, parce qu'il est sur tous les plans. Il veut que la Centrafrique, je te dis, fasse la même chose. Mais lui, en tant que, bon, quelqu'un qui est ouvert, tout ça, je ne dis pas que notre président n'est pas ouvert, mais il s'est dit que moi, je ne peux pas faire la même chose que les autres pays. Donc, j'ai choisi mon angle, j'ai choisi de diriger mon pays comme je veux. Parce que c'est un pays indépendant quand même. Et il peut signer un accord avec n'importe quel pays, s'il le veut. Donc on ne peut pas l'imposer un truc, même si la France est la colonisatrice de la Centrafrique. Voilà. Nardim Narcisse, aujourd'hui, je vous pose la même question. Touadéra n'est donc pas un allié sûr de Déby. Est-ce que c'est la fissure, la cassure entre N'Djamena et la Centrafrique? Non, je crois que cassure et Bangui, et fissure, c'est trop dire.
Mais je crois que les deux chefs d'État se méfient l'un de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, Touadéra a hérité une situation catastrophique. Aujourd'hui, il gère seulement une portion de la République centrafricaine. Il est considéré comme préfet de Bangui. Parce qu'il y a les seigneurs de guerre qui font la loi dans au moins 70% du territoire. Donc, pour lui, c'est que aujourd'hui le président Déby est considéré comme l'homme des Français. Les Occidentaux, d'une manière générale, ils le considèrent comme une des pièces maîtresses dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc lui, il se méfie du président Déby, croyant que peut-être, comme le président Déby a été toujours accusé d'être derrière les rébellions qui renversent le pouvoir de Bangui. Donc c'est pourquoi lui, il préfère prendre ses distances vis-à-vis du président Déby. Il voudrait même, j'avais dit au début du débat, qu'il voudrait s'affranchir du président Déby. Donc, bon, peut-être que sur le plan diplomatique, les choses vont s'arranger. Les deux chefs d'État vont revenir à de meilleurs sentiments. Parce que, vous voyez, la Centrafrique, la France ne voulait jamais laisser son précaré. Vous voyez, il y a toujours ce qu'on appelle la France-Afrique. Et cette France-Afrique-là, il faut rappeler pour nos téléspectateurs, c'est une suggestion du président Houphouët-Boigny, le défunt président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui avait suggéré ça aux Français en 1955, qu'il fallait créer ce qu'on appelle un mécanisme pour garder ce qu'on appelle le cordon ombilical entre la France et ses colonies francophones. Voilà. Donc, vous voyez, les colonies britanniques, mais les pays, ils se développent. Mais vous voyez ce que la France fait dans ce qu'on appelle son bastion. Donc, la France faisait de ces colonies-là son fief en utilisant ce qu'on appelle la France-Afrique. Vous voyez, lorsque le coup d'État qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 février 1964 au Gabon, lorsqu'un groupe de militaires avait renversé ce qu'on appelle le président Liomba en 1964, les militaires ont quitté leur base à Dakar au Sénégal pour venir mater les mutins, rétablir le président Liomba qui a été éloigné de la capitale à Lambaréné, situé à 200 km de Libreville. Donc vous voyez ça, on l'a rétabli dans ses fonctions. Et là, il y a ce qu'on appelle le réseau Foccart, Jacques Foccart. L'homme qui fait le bonheur et le malheur des chefs d'État africains. L'homme qui fait et défait les chefs d'État africains. Donc vous voyez... De l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, la France ne voudrait pas, quand bien même Sarkozy est arrivé, il a dit non, il faut maintenant célébrer la messe de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et il y a un ministre qui a osé dire ça, Jean-Marie Bockel. Il dit non, il faut célébrer ce qu'on appelle la messe de la France-Afrique. Mais Bongo et Sassou Nguesso ont obtenu sa tête. C'est eux qui ont demandé à Sarkozy. Sarkozy l'a fait partir. Hollande est arrivé. Non, moi je ne veux pas. Mais ils ont été toujours rattrapés par ce qu'on appelle la royale politique. Donc la France va continuer à avoir la même mise sur ces colonies. Sur la Centrafrique également, bien entendu. Je reste avec vous, puisque en mars 2018, le site d'information centrafricain, la nouvelle Centrafrique, pour ne pas la nommer, avait dénoncé la décision du président Déby de délocaliser le siège de la CEMAC à Malabo. Cette décision n'avait pas plu aux autorités de la République centrafricaine. Le président Déby est-il allé loin? Non, il n'est pas allé loin, mais il faut être réaliste parce que c'est par rapport à la situation sécuritaire. Ouais. Puisque j'avais dit tout à l'heure que plus de 70% du territoire centrafricain sont contrôlés par des différents chefs rebelles. Vous avez Ali Daras de l'autre côté, vous avez Mohamed Dafan de l'autre côté, vous avez Noureddin Adam, il y en a plein là-bas. Donc, pour une question de sécurité, il faut déplacer provisoirement le siège de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais pour lui, ce n'était pas une façon provisoire, c'était pas provisoire, c'était définitif. Il fallait quitter Bangui pour Malabo. Ah, mais là, il faut revoir les textes instituant d'abord ce qu'on appelle l'UDEAC à l'époque, et puis la CEMAC. Il faut d'abord toiletter les textes. Il faut passer en revue les textes
pour déplacer définitivement le siège de ce qu'on appelle l'institution sous-régionale en Guinée équatoriale. Mais sans toiletter les textes, sans revoir les textes fondateurs, on ne peut pas déplacer de manière brutale le siège de la CEMAC. C'est ça qui provoque un peu la colère, c'est ça qui provoque l'ire des autorités centrafricaines qui pensent que c'est un manque à gagner pour eux. Quand il y a le siège des institutions, mais ça génère des recettes. Ça donne un coup de pouce à l'économie nationale. Vous voyez, à l'époque, quand la guerre civile a éclaté dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a déplacé le siège de ce qu'on appelle la Banque africaine de développement à Tunis, la capitale tunisienne. Vous voyez, de l'Afrique subsaharienne, on a amené directement au Maghreb. C'est parce que c'est la situation sécuritaire qui recommandait ça. Donc je crois que, peut-être certainement que le président Déby croyait qu'avec ce qui se passe là, pour permettre au personnel de travailler dans la quiétude, dans la tranquillité, il faut déplacer le siège vers Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où règne la stabilité. Je crois que c'est peut-être juste provisoire, mais peut-être que les gens ont interprété autrement pour dire que le président a l'intention de leur couper de ce qu'on appelle le siège de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. D'accord. Autre chose, le changement à la tête de la douane, et il faut le dire, le colonel Ousmane Adam Diki est le nouveau directeur général des douanes. Que peut ce colonel inconnu de l'administration tchadienne à la tête des douanes? Richard. Bon, que peut ce colonel? Bon, ça c'est la question que tout le monde se pose. Il est jeune, bien jeune, 23 ans. Jeune, 23 ans. Bon, moi je passe son CV, je ne sais pas exactement, mais on parle de 23 ans. Mais vu ces images, il est vraiment très jeune. Et il y a encore une grande régie comme la douane, ce n'est pas pour n'importe qui. Mais on sait quand même, non seulement à la douane, mais les nominations dans ces pays, on sait qui on doit mettre là, tel. Donc c'est sa place. C'est fantaisiste. Oui, c'est fantaisiste, c'est non seulement ça, mais c'est une chasse gardée, quoi, à mon avis, la douane. C'est une chasse gardée pour une famille et quelquefois certains caciques du pouvoir qui entrent là aussi, mais c'est pas donné à n'importe qui pour entrer à la douane là-bas être DG. Donc on l'a amené là-bas, bon, on sait au moins quelle mission, on l'a envoyé là-bas pour quelle mission. C'est ceux qui l'ont envoyé là-bas, ils savent néanmoins. Mais apparemment, tout ce qui se dit, c'est un inconnu, quelqu'un qui n'est pas vraiment connu dans l'administration tchadienne. Qu'est-ce qu'il peut faire réellement dans cette grande régie pour générer des recettes vraiment pour notre trésor public, en fait, de faire sortir ce pays dans ce marasme économique actuel? C'est la question qu'on se pose et voilà. Moi, je ne trouve pas que lui peut faire mieux que ceux qui sont partis. Voilà. Voilà. Quittez Ezekiel, pourquoi ce changement quand on sait que Aladi Bourkou a mis 6 mois avec un bilan satisfaisant, selon, n'est-ce pas, les professionnels des services de douane? Je crois que l'instabilité administrative au Tchad, c'est pas chose étrange chez nous. Si, bon, l'âge il est jeune, bien sûr. Vous voulez dire que c'est une maladie? C'est plus qu'une maladie, encore, on peut le dire, puisque à la tête de la douane, en 10 ans, on a 12 directeurs généraux qui se sont passés à la tête de la douane. Si on totalise, on a 120 mois. Si on divise 120 mois par 12, chacun a au moins 10 mois à faire. Mais pas 10 mois. En 2018, ça c'est le 3e directeur général qui arrive à la tête de la douane. Donc, on peut dire que l'instabilité administrative... Qu'est-ce qui explique cette instabilité? Ça, d'une part, c'est la méfiance. D'une part, il y a l'incompétence qu'il faut noter. Puisqu'on relève, on ne connaît pas bien le CV de ce nouveau directeur qui est arrivé. À 23 ans, certes, s'il est bagagé, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'est pas bagagé, c'est là où le problème se pose. Puisque la douane... C'est le système anglais. Oui, ça peut être. En 23 ans, s'il a un cursus
bien bagagé, il n'y a pas de souci, il peut tenir la tête. Mais au fond, s'il n'avait pas un cursus bien bagagé, c'est là où ça va être vraiment dur, puisque la douane, puisqu'on le connaît bien, la douane régère des recettes pour le trésor public. Mais arrivé, il n'est pas bien connu d'abord du public, de l'administration tchadienne. Donc, étant déjà jeune, est-ce qu'il aura le poids? Est-ce qu'il aura déjà le poids tel que les Salaï qui ont passé à la tête de douane n'ont pas apporté grand-chose dans la crise? Est-ce que lui, en tant que jeune, manque d'expérience, est-ce qu'il peut apporter grand-chose dans la crise au civil où on a pris des mesures pour pouvoir régénérer des ressources pour répondre aux besoins? Est-ce que ce jeune a le gabarit de pouvoir résister devant les lobbies à la douane? Nardim Nassis, le colonel Ousmane n'a que 23 ans, c'est l'âge que nos confrères nous ont donné. Cet âge ne lui permet pas, n'est-ce pas? C'est un problème quand même, avec un manque d'expérience. Est-ce que cet âge sera un frein pour lui, pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, la douane tchadienne? Bon, comme c'est un élément que je ne maîtrise pas, son âge, je crois que un secteur comme la douane, c'est quand même une des mamelles de l'économie nationale. Les recettes douanières, c'est des recettes qui viennent en appui au budget de l'État. Donc je crois que, par exemple, Aladji Bourkou, qui a fait 6 mois et qui vient d'être limogé sans autre explication, c'est un vieux routier de la douane. C'est un grand professionnel. Mais il a fait 6 mois. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Personne ne le sait. Pourquoi on l'a fait partir pour amener cet enfant que tout le monde décrit aujourd'hui? Est-ce que cet enfant est un professionnel? Tout le monde dit qu'il n'a pas le profil pour le job. Mais il faut avoir le profil pour le job. Mais son profil ne cadre pas. C'est vrai que Corneille avait dit dans sa célèbre pièce théâtrale que aux hommes bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais est-ce que vraiment, lui, est-ce que c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la douane est devenue une vache à lait d'une catégorie des Tchadiens. Et il y en a qui disent que la douane, là, ça ressemble même à un butin de guerre. Donc, vous voyez, on ne sait pas. Puisque il est directeur général, il y a un autre adage qui dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, du moment où il a été déjà installé, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est à partir de là qu'on va apprécier. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on le voit d'abord à l'œuvre. Dès qu'on juge le maçon au pied du mur, voilà, comme on a coutume de le dire. Aloudi, est-ce que, en fait, selon certains de ses collaborateurs, il paraît qu'il aime le travail bien fait? Aimer le travail ça veut dire que, comme on le disait, on attend le maçon. On attend le maçon. On attend de voir le maçon au pied du mur, c'est ce qu'on a dit, mais un travail bien fait n'est pas là le problème. Ça veut dire que ça peut être un as du travail. Peut-être qu'il va réformer la douane tchadienne. Oui, mais peut-être avec l'aide de ses conseillers et ceux qui sont là. Par exemple, l'adjointe, elle, c'est une rodée de là, on l'a fait partir, elle est revenue, Ramadjou Remai, je crois. C'est un adjoint. C'est un inspecteur de douane. Inspecteur de douane, oui. Un monsieur bien formé, très compétent. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ce travail, c'est là où qu'il va le faire. Ça n'a rien à faire. Lui, il n'est qu'un directeur et voilà. Un temps, on a amené les militaires à l'autre, comment on appelle, à Ngeli, pour éviter les déperditions et autres nos recettes. Maintenant, encore là, il était d'abord le patron de la force d'appui aux régies. Et maintenant, on a amené là, peut-être qu'il sait où est-ce qu'il est en train d'aller. Et non seulement ça, il arrive là, on ne le met pas comme ça. Il a un cahier de charges. Et ces cahiers de charges, là, il est en mission, comme on le dit. Donc,
On attend de voir. Est-ce qu'il peut mieux faire que ceux qui sont partis, les professionnels qui sont partis et autres? Non, mais quand on parle de système anglais, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire bien aussi les choses. S'il fait bien les choses, tant mieux. En cas contraire, on attend de voir. Une question, consultant. Pensez-vous que son passage sera un échec ou un désordre comme ça a été le cas de son oncle, Saleh Déby Itno? Bon, peut-être que lui... Ou encore Jamal Dirmi. Bon, Parce que vous avez parlé d'un clan, vous avez parlé que c'est pour un clan. Est-ce qu'aujourd'hui, son échec peut... Est-ce que bon, on ne peut ça pas... sera un désordre ou un échec comme... Non, mais on ne peut pas lui prédire un échec. On pense et on croit qu'il fera mieux. Parce que s'il y a eu 12 directeurs généraux en 10 ans, ça veut dire que les 9 autres, en fait, les 11 autres, c'était des échecs. C'est vrai, c'était des échecs, mais on n'a jamais porté ça à la connaissance de l'opinion. On n'a jamais dit, mais qu'est-ce que celui-là a fait? À l'époque, lorsque Saleh a été limogé, on a amené un officier supérieur de la gendarmerie qui a le charisme. Dès qu'il est arrivé, il a mis de l'ordre. Mais il a mis combien de temps pour partir? On n'a pas expliqué pourquoi on l'a fait partir. Je crois que ce n'est pas une question d'échec, mais je crois qu'il y a des questions de lobby qui se posent. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont incapables de faire le travail. Mais il y a quand même des forces occultes qui travaillent, qui font un travail de sape, qui font un travail souterrain pour les faire partir parce que c'est devenu une vache à lait, comme je l'ai dit. Mais on pense que comme lui, il a été... c'est lui qui avait commandé la brigade, qui avait appuyé la douane. Donc je crois qu'il a quand même acquis une expérience. Et on verra, est-ce qu'il mettra son expérience-là au service de l'intérêt général ou bien les recettes prendront une destination inconnue. Mais comme il vient d'arriver, attendons de voir. Attendons de l'apprécier, comme je l'avais dit. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, accordons-lui quand même le bénéfice du doute. D'accord, c'est noté. On va très rapidement aborder le dernier sujet, la reprise des cours. Il faut dire que la rentrée scolaire 2018-2019 a été lancée sous le signe de la réforme et du bilinguisme intégral à l'école. Je vous propose ce reportage. Après plusieurs mois de grève, les travailleurs tchadiens doivent reprendre le boulot le lundi 29 octobre. C'est dit que les enseignants doivent reprendre la craie dès le lundi. Après avoir fait un tour dans quelques établissements, il ressort que les inscriptions se poursuivent et la reprise est timide. Mais certains responsables estiment que tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Bon, les reprises c'est effectif. Tout à l'heure, on a fini la réunion avec les professeurs. On a donné les programmes, l'emploi du temps, tout. Et puis les élèves sont là. Sinon, s'il n'y a pas les réunions là, on doit commencer les cours même. Mais comme on a prévu une réunion, donc demain on commence les cours. Tout est prêt. Pour certains chefs d'établissement, cette reprise est confrontée à quelques problèmes d'ordre technique. Il y a de cela 2-3 jours, la plateforme avait déclaré de manière en accord avec le gouvernement que la grève devrait être suspendue. Nous, on avait prévu la rentrée depuis hier lundi. Mais l'éducation nationale est une machine très lourde à relancer. On n'a pas perdu beaucoup de temps cette année parce que les cours pédagogiques, la rentrée académique, comme on le dit, devrait commencer le 1er octobre. Nous sommes, je crois, le 29 octobre. Donc on a perdu au plus un mois. Par rapport aux années passées, ce n'est pas grand-chose. Je crois que les professeurs mettront le paquet pour rattraper ce mois perdu-là. On l'espère bien. Beaucoup de temps ont été perdus. Il faut donc des stratégies nouvelles pour combler le trou. Nous sommes des techniciens, nous sommes des pédagogues. Et je crois que le retard pour l'année scolaire 2018-2019, ce n'est pas un retard comme on doit dire. Mais quand même, au niveau de notre ministère, les techniciens qui sont là, ils sont déjà dessus. Dans bientôt, ils vont faire sortir les calendriers scolaires de 2018-2019. Je crois que ce n'est pas pour la première fois, mais quand même, ils ont réparé beaucoup de choses, mais ils vont réparer aussi.
Cet accord signé entre le gouvernement et la plateforme vient apaiser le peuple tchadien dans son ensemble. Certes, l'accord a été signé, mais il faut que les deux parties respectent les différents points afin d'éviter un éventuel arrêt de travail. Voilà donc les cours quand même peinent à reprendre dans le public. Quitte Ezekiel, comment expliquer cela? Oui, comme souligne les reportages, je crois que la machine éducative est lourde à démarrer. Donc après avoir passé des mois à la maison, je crois que les élèves sont restés à la maison. Les professeurs ont abandonné les craies depuis le mois de mai dernier. Donc, ils ont perdu les bonnes habitudes déjà de l'école, donc après avoir relancé les activités éducatives. Je crois que c'est un peu difficile, eux pour les parents, les professeurs et les élèves, puisqu'ils ont passé des mois à la maison. Les parents, la crise est là encore, n'est pas totalement résolue. Donc, certains n'ont pas encore de possibilités pour pouvoir inscrire tous les enfants à l'école. D'autres qui ont des possibilités, ils ont inscrit leurs enfants dans les établissements privés. Donc, avec cette reprise, les parents ont des doutes encore. Est-ce que les cours vont aller normalement comme il se le doit? Est-ce que les mêmes scénarios qui ont été observés l'année passée vont se reprendre? Voilà les inquiétudes d'une part des parents. Du côté des professeurs, puisqu'ils ont perdu des heures, il va falloir s'asseoir pour préparer le cours. Certains, peut-être même, ils auront perdu même la main parce que pour préparer le cours, il faudra avoir le support pédagogique ou autre. Donc, ils ont encore du temps pour pouvoir programmer les cours, faire le programme cité à 2 ou 3 classes. Il faut du temps pour pouvoir 2 ou 3 semaines pour réunir tous les matériels pour pouvoir préparer la classe. Tu ne peux pas venir directement en classe, mais vite. Donc, avec le temps, il faut rafraîchir la mémoire, tout ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer la timidité dans la reprise lancée là, de cela. Une semaine. Il faut combien de temps? Est-ce que cela ne peut pas nous amener à la situation de l'année dernière, Anoudi? Combien de temps? On ne sait pas. Justement. Je crois que la reprise même des cours annoncés, c'est la bonne volonté des leaders syndicaux d'abord, parce qu'ils ont signé l'accord sans avoir reçu quelque chose. Donc normalement, c'est à partir de janvier qu'ils doivent recevoir 15% sur leur AGS, si je comprends bien le terme de l'accord. Maintenant, ça tarde. Pourquoi? Parce que les travailleurs même, là, ils ne sont pas unanimes. La signature même de cet accord. Il y a des gens qui sont réticents. Ils se disent, mais pourquoi ils sont allés signer ça et pourtant on ne reçoit rien. Et je crois que c'est une volonté affichée de ces leaders-là pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. C'est pas bien. Cette situation, nous, on ne veut pas que ça perdure. Ça dérange non seulement que les gens meurent dans les hôpitaux, l'administration ne tourne pas, les élèves sont dans les quartiers. C'est alarmant. C'est pas bon à regarder, à voir. Et puis bon, ils ont décidé de reprendre les cours, même si rien n'est fait et que le gouvernement a affiché une volonté. Je ne sais pas si ça va se faire d'ici janvier, comme c'est dit. Mais je me demande, est-ce que cet accord n'est pas un accord de dupe une fois de plus? Donc attendons de voir, est-ce que d'ici janvier, tout va rentrer dans l'ordre. Sinon, à mon avis, on risque encore d'entrer dans la même situation qu'avant, avec la reprise des grèves. Voilà. Oui. Pourquoi de rêver? Pourquoi ne pas justement penser à la jeunesse tchadienne, à la jeunesse qui est le fer de lance de la nation? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des rêves qui empêchent des élèves et des étudiants de terminer leur cursus scolaire ou alors de terminer leur programme. Est-ce qu'il faut vraiment aller en rêve sans se soucier de cette jeunesse-là? Non, moi je crois que lorsque les travailleurs, de manière générale, et les enseignants en particulier, observent une grève, la grève, c'est un moyen de pression. Lorsqu'on épuise toutes les voies, qu'on observe une grève pour obliger l'employeur à réagir. C'est ça d'abord. Et cette grève a perduré. Cette grève a plombé tout le monde. L'administration a tourné au ralenti. Les patients ont été abandonnés à leur triste sort. Tout est
arrêté. Presque 5 mois, depuis le 28 mai, cette grève a été déclenchée. Est-ce que ça valait la peine? Bon, ça valait la peine chez les travailleurs, puisqu'on a coupé leur salaire. Vous voyez... Puisque rien n'a vraiment pas changé. Oui, justement, rien n'a changé. C'est ça qui est un peu aussi à l'origine de la reprise timide des cours. Parce que cet accord a été un peu mitigé. C'est diversement apprécié par les travailleurs eux-mêmes. Parce que pour eux, c'est une grève pour rien. Parce que les 15% promis, les 15% de ce qu'on appelle AGS, augmentation générale spécifique, là, c'est pour la fin du mois de janvier. Donc pour eux, c'est un accord de dupes. On les a encore roulés dans la farine une fois de plus. Parce que l'accord qui a été conclu entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative, à la veille de la tenue du forum, n'a pas été respecté. Parce que le gouvernement avait promis qu'à la fin du mois de mai, il allait augmenter le salaire des travailleurs. C'est de bonne foi que les gens ont apposé leur ceinture au bas du document. Ils ont repris le travail. Mais à leur grande surprise, à partir de mai, ils n'ont rien constaté sur leur salaire. Et aujourd'hui, faites un tour. Le jour de la paix, faites un tour. Vous allez voir, c'est un salaire de misère. C'est un salaire de catéchisme que les gens gagnent. Il y a des gens qui sont même débiteurs, c'est-à-dire c'est eux qui doivent de l'argent encore à la banque, vous voyez. Donc, c'est juste une question de survie. Et ce n'est pas une augmentation de salaire en tant que telle, mais c'est les acquis. Parce que les augmentations de salaire, là, c'est des acquis. Ce qu'on appelle acquis, là, c'est que les travailleurs ont arraché après moult luttes. Donc, c'est ça. Les travailleurs voudraient tout simplement qu'on restitue ce qu'on a coupé, ce qu'on a amputé. Alors, avec l'accord qui est intervenu le 26 octobre, on croyait que les choses allaient marcher, mais il faut reconnaître la répétition, on dit elle est pédagogique, parce que l'éducation nationale est une machine lourde. Pour qu'elle atteigne la vitesse de croisière, il faut du temps. Et ça aussi, vous voyez les chefs d'établissement aussi, vous voyez, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui sont des prédateurs, qui, au lieu de mettre les enfants en classe, demander aux enseignants de commencer à dispenser les cours et au fur et à mesure, on doit régulariser leur situation scolaire, c'est-à-dire payer les inscriptions et les réinscriptions. Et ils préfèrent d'abord inscrire et réinscrire pour avoir de l'argent avant de commencer les cours. Donc, vous voyez, on risque d'accuser encore un retard et peut-être que le gouvernement, à la fin du mois de janvier, ne respectera pas son engagement et on risque de retomber dans la même situation que 2017-2018 où 3 mois ou 4 mois de cours, on a organisé des examens. Vous voyez, c'est de la mascarade. On a délivré des diplômes aux gens sans un niveau requis. Mais on se demande, que deviendront ces gens-là demain? Est-ce qu'ils n'iront pas froisser l'image du Tchad? Est-ce qu'ils n'iront pas humilier le Tchad à l'extérieur? Donc je crois que, pédagogiquement parlant, il faut au moins 9 mois de cours. Et pendant les 9 mois de cours, il faut aussi évaluer les apprenants. Les apprenants n'ont pas été évalués. Et on a distribué des bacs aux gens. Et les organisateurs de bacs ont même fêté à la fin qu'ils ont fait un bon travail. Mais l'histoire va les rattraper. Parce que l'école, c'est l'avenir du pays. Et aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que même nos députés ne jouent pas leur rôle. Nos députés, même certains, ont contribué à l'assassinat de l'école tchadienne. Parce que c'est eux qui mettent la pression sur les ministres pour créer des lycées dans les ferries, pour créer des CG dans des bourgades, sans enseignants de formation. Alors qu'un lycée, là, le lycée doit regrouper les élites. Et pour qu'un lycée fonctionne, il faut 7 professeurs certifiés. Si ce n'est pas des professeurs certifiés, il faut quand même des licenciés. Mais aujourd'hui, on a créé des lycées à l'appel, il n'y a pas d'enseignants. C'est un problème sérieux qui se pose. D'accord. Et puis, des enseignants aussi dans les disciplines scientifiques. Donc, je crois que les responsabilités sont partagées. Et les enseignants aussi sont des parents d'élèves. Donc,
tout compte fait, ils sont obligés de signer l'accord avec le gouvernement. Parce que bon, le gouvernement aussi a agité aussi une menace pour dire que sur les 10 mois, vous avez travaillé 2 mois. Mais moi, je continue à vous payer. Parce que toute peine mérite salaire. Si vous ne travaillez pas, moi aussi, je vais vous couper les vivres. Donc, ils ont peur qu'on leur coupe les vivres et ils sont obligés, en tant que parents aussi, de signer cet accord et ils attendent maintenant. Ils attendent la fin du mois de janvier pour voir cet accord-là, pour voir cet accord se concrétiser. Au cas contraire, ils vont encore reprendre la grève parce que pour eux, c'est la grève qui est la seule arme la plus efficace pour obliger le gouvernement à répondre à leurs cris de cœur. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Hein. D'accord, une dernière question, au dernier tour de la table. Je vais commencer par vous. Quel discours doit-on tenir pour que cela soit vraiment effectif et qu'on ne puisse pas passer une année blanche? Je crois que le gouvernement a intérêt à rassurer les travailleurs. Je dis que voilà, c'est question de bonne foi. Les promesses sont déjà là. Il faut être de bonne foi. Si le délai arrive, il faut qu'ils fassent la même chose, ce qui a été écrit dans le papier, ils ont signé là, ils doivent faire normalement et pas retomber dans le premier accord de mars là-bas qui n'a pas marché. Donc, ils doivent rassurer les travailleurs et tenir leurs promesses comme il se doit pour que l'école tchadienne marche. Et voilà. C'est la même question qui était Ezekiel. Quel discours doit-on tenir pour que cela soit vraiment effectif afin qu'on ne puisse pas passer une année blanche? Je crois qu'ailleurs, les conséquences corrigent mieux. Mais ici, chez nous, les conséquences nous profitent plutôt à s'enfoncer davantage. Je crois que si les deux parties ont pris conscience sur les conséquences de la grève, qui a affecté sur les 2 années successives, on prend l'année 2016, 2017, 2017, 2018, je crois qu'on n'allait pas arriver à cette situation, puisque les accords sont déjà signés. Le respect, sauf le respect des points dans cet accord qui peut nous amener à bien finir l'année scolaire en beauté. Même question, hein? Non, mais moi je crois qu'il faut que le gouvernement donne des garanties. Il faut qu'il manifeste une bonne volonté pour appliquer pour une fois cet accord qui a été signé pour permettre aux enseignants de continuer les apprenants jusqu'à la fin de l'année. Pour que les évaluations se passent dans la règle de l'art. C'est ça notre souhait le plus ardent. Parce que tout le monde dit que non, le gouvernement nous a toujours habitués et que peut-être d'abord il appliquera. Mais nous encourageons les deux parties aussi à maintenir le dialogue. Parce que le dialogue est l'arme la plus efficace pour résoudre nos problèmes. Donc il faut que le gouvernement rassure. Il faut que le gouvernement donne des gages de bonne volonté pour que cet accord-là ne soit pas encore rompu dans l'intérêt supérieur de la nation et dans l'intérêt également de nos progénitures. Parce que aujourd'hui, ils sont élèves, mais demain, c'est eux qui seront responsables. Donc je crois que, et non seulement ça, mais le gouvernement a toujours clamé haut et fort que l'éducation est l'une des priorités. C'est un secteur prioritaire. Et généralement... Un secteur clé. Voilà, un secteur clé pour le développement. Donc, une fois de plus, nous interpellons le gouvernement et nous nous mettons devant ses responsabilités. D'accord. Merci, cher monsieur. Je rappelle qu'on était avec Anne Loudi Richard, rédacteur en chef du journal L'Observateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aura certainement d'autres occasions pour échanger avec vous. On va dire merci à Kita Ezekiel de la rédaction centrale des Lettrons en télévision. On ne se dit pas au revoir, puisqu'on est ensemble. Et on ne se dit pas au revoir, Nardim Narcisse, puisque vous êtes le consultant permanent désormais de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique qui a été mobilisée pour la réussite de cette émission. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Bonsoir.